Le plan de formation peut être défini comme l'ensemble des actions de formation d'une entreprise pour ses salariés. Alors, c'est une obligation de le présenter aux instances représentatives du personnel. Il n'y a pas de norme de présentation pour le plan de formation, mais certains critères doivent y figurer. Par exemple, le nom des actions, la catégorie des actions, le nom des prestataires, formation interne ou autre, le personnel entrant dans ce plan de formation, le coût des actions et éventuellement définir les actions liées à la professionnalisation. Cette caractéristique pour qu'une action rentre dans une action de formation. D'abord, il faut un objectif, il faut un programme, il va falloir des prérequis, il va falloir des moyens pédagogiques écrits, il va falloir un encadrement pédagogique, un suivi de l'action de formation et une évaluation. Le présentiel, c'est la présence entre un apprenant et un formateur ou un enseignant. Donc on a une unité de temps, de lieu et de sujet. Le premier avantage, c'est la présence du formateur face aux apprenants lui permet de s'adapter à leur niveau, de vérifier leur acquisition de compétences, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que pour les apprenants, c'est aussi un temps de partage et d'échange entre eux. 3 inconvénients principaux. La première, c'est la contrainte de temps. La deuxième, c'est les coûts pour l'entreprise. Pas le coût de la formation en tant que tel, mais tous les coûts annexes, les frais de déplacement, d'hébergement, etc. Bon, d'autant plus quand les formations sont sur Paris, que les gens sont majoritairement en province. Et puis, c'est également pour certains apprenants la sensation en venant en formation de retourner sur les bancs de l'école. Donc l'appréhension du rapport maître-élève. Un groupe en formation, un groupe idéal, c'est entre 8 et 12 personnes. Pour qu'il y ait une bonne ambiance, il faut que chacun se sente bien. Et pour se sentir bien, il faut donner le cadre dans lequel on va travailler. Il peut y avoir 3 types d'animateurs d'animation. Vous avez l'animateur qui est au centre de l'animation, c'est celui qui sait, il est très directif. Deuxième type d'animation qui est l'animateur qui est plutôt un facilitateur. Et puis vous avez un troisième type de formateurs qui sont plutôt des formateurs qui vont faire travailler, réfléchir leurs participants. Pour faciliter les échanges, il n'y a rien de mieux que d'abord de les faire travailler et ensuite surtout de les faire travailler en sous-groupe. L'attention, on dit qu'au bout de 8 minutes, on perd de l'attention. Donc ce qu'il faut, c'est varier. C'est varier en permanence. Le e-learning, c'est la formation en ligne, tout simplement. Donc on a des ressources pédagogiques qui ont été mises en ligne par l'entreprise qui veut former ses salariés. Et les salariés vont accéder à ces ressources pédagogiques via leur ordinateur ou leur tablette ou leur téléphone portable. La première ressource dont elles ont besoin, ce sont des ressources pédagogiques, des contenus de formation. Ces contenus de formation, ça peut être du texte, ça peut être du flash, ça peut être de la vidéo, étant donné que la vidéo supplante de plus en plus tous les autres modes de distribution de la formation. Ensuite, elles doivent avoir des serveurs sur lesquels elles vont abriter ces contenus de formation et un logiciel pour distribuer ces contenus de formation aux apprenants, ce qu'on appelle habituellement un LMS. Et puis, les entreprises ont des outils de communication entre les formateurs et les apprenants. Ça peut être des chats, des forums, des classes virtuelles ou outils de communication entre les apprenants entre eux. Blended, mélangé. Donc, en France, on dit aussi formation multimodale ou formation mixte. Ça consiste en quoi? Ça consiste à faire de la formation en ligne, ce qu'on appelle très souvent en classe inversée. Donc, on va donner un accès à un certain nombre de ressources pédagogiques pour que les gens se forment seuls, en ligne, à leur rythme. Et puis, de l'autre côté, on va organiser en présentiel, en salle, ou éventuellement sur une classe virtuelle, des regroupements qui ont pour objectif de répondre aux questions précises de chaque apprenant, de faire des ateliers, des cas pratiques, où on va rentrer beaucoup plus dans le détail et souvent avec des applications à l'entreprise. Le blended learning, c'est 1 pour le digital, 1 pour la formation présentielle, mais ça fait 3. Donc il y a eu vraiment une synergie entre les deux.
La GPEC, c'est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Toutes les sociétés de moins de 300 personnes, il n'y a pas d'obligation légale, donc elles ont la possibilité de le mettre en place ou de ne pas le mettre en place. En revanche, sur les sociétés de plus de 300 personnes, c'est une obligation légale. Deux attitudes très contrastées des entreprises qu'on rencontre. Il y a celles qui justement vont estimer que c'est un luxe marketing des grands groupes et vont balayer d'un revers de la main. On connaît parfaitement nos collaborateurs, on sait ce qu'ils font, quel est l'intérêt de formaliser nos métiers, nos compétences. Et puis de l'autre côté, on a quand même des entreprises qui de nouveau sont très curieuses, s'intéressent justement à la démarche, veulent savoir comment opérationnellement elles peuvent la mettre en place en interne. Les entreprises gagnantes sont celles qui non seulement définissent les compétences réelles nécessaires, pas simplement techniques par exemple, mais aussi relationnelles ou managériales, et définissent aussi un mode d'accompagnement de cette montée en compétences. Une compétence se définit par 4 éléments imbriqués. D'abord des savoirs adaptés aux besoins, des savoir-faire adaptés à la situation, des savoir-être, c'est-à-dire des comportements adaptés à l'environnement du poste, et puis enfin une expérience. L'entretien professionnel, il s'inscrit dans une démarche de gestion des compétences. Les questions d'évolution, de projet professionnel et de formation y sont centrales. Il est obligatoire tous les 2 ans pour tous les salariés, quel que soit leur contrat de travail et la taille de l'entreprise. Il est systématique à l'issue d'une période d'absence ou d'une réduction d'activité. De plus, un état des lieux devra être fait tous les 6 ans au cours de l'entretien professionnel relatant le parcours professionnel du salarié. Tous les 6 ans, un bilan sera fait. Et dans ce bilan, on regardera, est-ce que le salarié a bien eu son entretien professionnel et est-ce qu'on a bien écrit les formations qu'il avait suivies ou pas. Deuxième chose, on va devoir décrire les formations qu'il a suivies. Et est-ce que ces formations étaient qualifiantes pour lui ou est-ce qu'il a obtenu de nouveaux certificats avec ces formations. Troisième chose, a-t-il obtenu des augmentations de salaire individuelles ou collectives au cours de ces 6 dernières années. Et enfin, est-ce qu'il a éventuellement gagné ou pas un grade de qualification au sein de l'entreprise dans laquelle il travaille. Ce qui est très important, c'est que les entreprises devront répondre à 3 de ces 4 critères. Si jamais elles n'ont pas répondu à 3 de ces 4 critères tous les 6 ans, en fait, elles seront pénalisées et elles devront payer des amendes qui seront le reversement à la Caisse des dépôts et consignations d'un pourcentage des sommes qu'elles auraient dû verser en formation pour les salariés.